Bah Anne, ça y est, c'est l'heure du live là, ça filme, c'est parti. Pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bah oui, excuse-moi, mais là j'étais en train de lire un livre génial. C'est un manifeste en fait du Muséum d'histoire naturelle et le sous-titre c'est Quel futur sans nature. Quel futur sans nature. Ouais. Alors ça c'est un vaste sujet, mais tu sais ça tombe bien parce que justement le thème de la fête de la science cette année, c'est les liens entre les hommes et la nature. Ah bah c'est parfait. Et ben du coup, comme on peut pas parler de tout le livre, on n'a pas le temps. Ah non. Par contre, on peut faire le jeu Faune Express. Ah bah oui, très bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, on peut leur faire Faune Express. Mais alors il faut qu'on vous explique, Faune Express, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un jeu sur, vous l'avez deviné, sur la faune. Voilà, alors la faune, eh bien, c'est l'ensemble des organismes vivants qui vivent dans un environnement particulier donné. Ça peut être la montagne, la mer, les forêts, etc. C'est ça, ce sont en fait les animaux qu'on peut trouver sur la Terre. Donc par exemple, je sais pas moi, une vache, Un papillon, un escargot, un oiseau. un primate. Il y en a beaucoup en fait, des animaux, mais nous, on va vous parler d'animaux assez particuliers quand même. Eh oui, parce Oui. alors, en plus, nous, on adore les animaux. Hein. Donc, si comme nous, vous aimez les animaux et que vous êtes des toqués des crustacés... Et oui, les toqués du crustacé, moi je dirais même plus des maboules de la poule. Oui, ça peut être aussi des barjots du bonobo. Voilà. Hein, si vous êtes des enfants ou si même vous êtes des adultes et que comme nous vous aimez les animaux, et ben alors c'est parti, jouez avec nous à Faune Express. Alors, on va commencer avec un petit singe de la famille des singes, un petit primate adorable. Alors, on n'en croise pas trop par nos régions parce qu'il vit plutôt en Asie, à l'est de la planète, dans les îles, notamment dans les îles de la Sonde. Son petit nom commun, c'est le loris lent. Le loris. Le loris lent. Juste, je t'explique pourquoi on dit qu'il est lent. Je crois que je ne connais pas cet animal. Ouais, alors on dit qu'il est lent parce qu'en fait, il prend le temps, il se balade d'arbre en arbre avec juste un membre, il se raccroche avec les trois autres après. Donc il prend son temps, le loris lent. Tu veux savoir son... Oui, à quoi il ressemble surtout? À quoi il ressemble? Écoute, on va montrer la photo à nos internautes. Oh, mais il est mignon! Voilà, il est trop mignon ce loris lent. Mais alors, il est tellement mignon qu'il a quand même besoin de se défendre. Et il a une arme très particulière, justement, parce que les animaux peuvent se défendre, les autres que les humains, bien sûr. Et lui, alors, est-ce ton avis, Alison, est-ce que son arme secrète se cache dans ses yeux? Des yeux qui hypnotisent, par exemple? Oui, par exemple, tellement il a de gros yeux. Ou bien dans ses pieds, qui aurait la fonction de vous asphyxier. Moi, je dis rien, j'en connais d'autres espèces qui asphyxient par les pieds. Ou bien la réponse C, dans ses coudes. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ses coudes, je trouve ça étrange, mais je sais que certains animaux parviennent à se défendre en dégageant une odeur assez forte. Le putois, je crois qu'il fait ça, par exemple. Oui, toi, tu Donc penses je dirais la réponse B, dans ses pieds. Et vous, chers amis, je ne sais pas à quelle réponse vous avez choisi, mais on va vous la donner tout de suite. La réponse, c'est que son arme secrète se cache dans ses coudes. En fait, sous la peau, il a une petite glande venimeuse. C'est le seul primate connu des zoologistes aujourd'hui qui a du venin pour se défendre. Donc, cette glande venimeuse suinte, donc le petit loris lent passe tout son temps à se lécher pour que sa salive soit imprégnée de ce venin et qu'ainsi, si le danger arrive ou s'il doit tuer une proie, eh bien, la morsure peut être mortelle. D'accord. Et du coup, c'est mortel même pour nous, les humains? Ah oui, c'est mortel pour les humains, oui, si l'humain est trop fragile, si la dose de venin est trop forte, oui, quick. Oh, bon. Mais le petit loris lent, il faut quand même le laisser tranquille dans ses forêts, parce que même s'il a cette défense,
Et même s'il peut tuer un homme pour se défendre, eh bien, c'est quand même lui qui perd. Et pourquoi ? Je comprends pas, parce qu'il est tellement mignon. Eh bien, justement, il est victime de son succès. Il est trop mignon. Dernièrement, l'Union internationale de conservation de la nature a déploré 30%, c'est beaucoup, 30% de la perte de la population, du lorislan en particulier, parce qu'il est désormais capturé et vendu comme animal domestique, alors que c'est un petit animal qui vit dans des forêts et qui, en plus, se déplace la nuit, plutôt il chasse la nuit. Oh. Et donc, ça, c'est un premier impact. Et puis, d'autre part, comme il vit dans la forêt, eh bien, la fragmentation des espaces sauvages, les déforestations, entraînent chez lui une perte de territoire. Et donc, sa défense, tu vois, bien qu'elle soit incroyable, ne suffit pas à sauver sa population. Bon, eh bien écoute, mieux vaut le laisser dans ses forêts. Exactement. Et tout le monde s'en portera que mieux. Exactement. Bon, écoute Anne, moi j'aimerais te parler d'un tout autre animal cette fois. Ah oui. Celui-ci aussi Volontiers. tente de se défendre comme il peut. Alors vous allez voir, rien à voir avec le lorislan cette fois, puisque là je vous parle d'un petit lézard. Alors, plus précisément, son nom, c'est le basilic. On l'appelle le basilic commun. Ah. Mais il vit au Mexique surtout, ce petit lézard. Et on le surnomme surtout le lézard JC. Mais alors d'après vous, pourquoi le prénomme-t-on comme ça ? Est-ce que c'est parce que c'est le lézard Jean-Claude ? Bah oui, parce que c'est Jean-Claude qui l'a découvert. Ah, pas mal, pas mal. Ou alors, réponse B, est-ce que c'est le lézard Jésus-Christ ? Parce qu'il marche sur les eaux. Oh, Ou alors, est-ce que c'est le lézard Juan Carlos, parce qu'il vit en Amérique latine. Ce petit lézard, on le trouve au Mexique, au Nicaragua. Alors, Anne, as-tu une petite idée ? Ah bah oui, moi j'ai mon idée. J'ai mon idée. D'accord. Et bien à la maison, réfléchissez aussi. Et on va voir la réponse ensemble. À tous les coups, c'est la réponse. Quoi ? Eh oui. Ce petit lézard, on le surnomme le lézard Jésus-Christ. C'est incroyable, parce ça. qu'il est capable de marcher sur l'eau. Effectivement, comme ce que l'on dit de Jésus-Christ. Donc, alors plus précisément quand même, il ne marche pas. En fait, il court sur l'eau. Et il court vite. Il file à toute allure. Il peut courir jusqu'à 10 km/h. Donc c'est quand même assez rapide. Et il peut parcourir comme cela presque 400 mètres, donc c'est quasiment le tour d'un terrain de foot. Pas mal quand même. Ouais, enfin moi, je voudrais quand même te rappeler, je dis ça comme ça, et puis surtout pour nos jeunes internautes aussi, Jésus-Christ, c'est quand même une croyance. C'est vrai, mais là, ce petit lézard, écoute, il arrive à marcher sur l'eau. Et alors, comment ça se fait ? Est-ce que tu as une idée ? Comment est-ce qu'il arrive à accomplir cet exploit ? Non, j'ai pas d'idée. Mais... C'est la combinaison de plusieurs choses. En réalité, il a des pattes qui sont très longues par rapport à son corps. Ses pattes arrière sont très longues et fines et répartissent du coup son poids sur la surface de l'eau. En plus de ça, il se crée un petit coussin d'air juste sous ses pattes qui l'empêche de couler. Et ça, combiné à sa vitesse de course et aussi à son tout petit poids plume, puisque ce lézard, il est tout léger, en fait, il fait que quelques grammes, et ben ça fait un lézard qui arrive à courir sur l'eau. Ah ouais, mais alors s'il s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Ah, très bonne question. S'il s'arrête, il coule. Ah, et oui, ouais. il coule. Mais à ton avis, à quoi ça peut servir de savoir courir sur l'eau ? Il part peut-être très vite quand il a peur d'un prédateur. Exactement, c'est sa technique de fuite en fait. Dès que il rencontre un prédateur, par exemple un serpent ou autre chose, il peut s'enfuir comme ça en filant sur l'eau et son prédateur reste de l'autre côté de la rive. D'accord. En tout cas, moi, je suis quand même un peu vexée, parce que j'étais persuadée qu'il s'appelait JC à cause du nom du naturaliste qui l'avait trouvé. Parce qu'en général, les animaux, quand ils sont découverts, alors ils ont des noms latins et puis parfois ils ont le nom de la personne qui les découvre. Parfois, c'est pour ça les scientifiques, effectivement, donnent leur nom
eh bien, à l'espèce qu'il découvre, ou au phénomène qu'il découvre. Ça, c'est vrai, hein. Ça arrive souvent en science. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps, tu vois, quand t'expliquais, j'ai repensé là, à cette histoire de croyance. De toute façon, l'histoire en général et l'histoire des sciences, elle est faite aussi d'anecdotes. Donc, l'anecdote, oui, que dans la Bible, il y a écrit que Jésus-Christ marche sur l'eau. Si le petit lézard marche sur l'eau, eh bien, forcément, parfois, pour le nom commun, on prend la référence à une anecdote. Donc, tout à fait. Okay. Donc c'était le basilic commun, le lézard Jésus-Christ. D'accord, je suis d'accord. On passe à un autre animal ? Allez, un autre. Mon préféré. Alors maintenant, on va parler... Alors, est-ce que je dois vous le dire ? Non, je ne dois pas vous le dire. Parce que celui-là, on va essayer de vous le faire deviner. Ah, j'adore les devinettes. Ouais. Alors, mon animal préféré, eh bien, premier indice. Je suis un mammifère. Donc, si je suis un mammifère, ça veut dire que j'allaite mes petits. Deuxième indice. Je ponds des œufs. Oula, un mammifère ? Mais les mammifères, ils pondent pas d'œufs, je crois. Et ouais, justement, c'est pour ça que je l'adore celui-là, parce que il a des caractéristiques qui font un peu bizarre dans la classification. Bon, alors laisse-moi réfléchir. Et en même temps, mais tu as déjà donné l'indice. Alors maintenant que tu as donné l'indice, je vais vous le dire. Troisième indice. Son apparence physique. Attention, c'est quand même super particulier. Alors, si j'en étais un, j'aurais des poils. Je ne serais pas très grand. Et j'aurais un grand bec. Et pourtant, je ne serais pas un Pokémon, hein, je vous assure. Alors, tu parles peut-être de Monsieur Patate ? Non ? N'importe quoi. Alors, oui, puis attends, il y a un truc sympa aussi. Je ressemble quand même à une petite loutre toute mignonne, là. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous aide. Tu peux nous donner un dernier indice, quand même ? Ouais, je vois que tu peines. Hein. Eh bien, le dernier indice, c'est sa silhouette. Alors oui, j'arrive à reconnaître cet animal. Alors, comment il s'appelle déjà ? Ah, il a un nom un peu compliqué. Même en donnant le nom commun, eh bien, c'est l'ornithorynque. L'ornithorynque, ce petit animal qui autrefois était réparti dans plusieurs zones de la planète et qui maintenant vit uniquement en Australie. Alors, notre ornithorynque, effectivement, il défie les lois classiques de la biologie parce qu'en général, on range les mammifères dans une boîte et les reptiles et tous les animaux ovipares, les gallinacés qui pondent des œufs, dans une autre boîte. Sauf que lui, en fait, il a les caractéristiques qui correspondent aux deux groupes. Donc il est un peu inclassable alors ? Alors, il n'est pas inclassable. Du coup, les scientifiques ont fait un autre groupe, à part les monotrèmes. D'accord. Et il est tout seul dans son groupe ? Non, il n'est pas tout seul. Il y a aussi l'échiné. Et puis, je crois qu'on est en train aussi d'en découvrir d'autres. Mais aujourd'hui, de manière stable, on sait que les monotrèmes comprennent ces deux grands groupes, ces deux grandes espèces, l'ornithorynque et l'échiné. Alors, il faut quand même que je t'explique. C'est pas pour rien, c'est pas un agencement genre Monsieur Patate, hein, comme tu disais. Il a un grand bec qui lui sert de capteur. En fait, au niveau de la vision, lui, il n'a pas une vision très, très développée, car il est souvent sous l'eau, en fait. Il passe le plus clair de son temps sous l'eau et il ne voit pas bien. Sa vision est vraiment une piètre vision et tous les capteurs sont plutôt dans le bec qui lui permettent de détecter ses proies, des petits vers, des petits crustacés, par la moindre vibration. C'est ce qui lui permettra de bien manger. Concernant son habitat, on peut en parler rapidement, même si on parlait surtout de... Tu disais qu'il vit en Australie, c'est ça ? En Australie, et plutôt dans les rivières. Alors par contre, il se repose dans des terriers. Alors son arme de défense, parce que c'était aussi de ça dont on voulait parler, eh bien comme notre ami le lorislan, il a une petite glande venimeuse aussi près de un petit éperon latéral sur ses pattes.
Et alors, quand les jeunes, les petits naissent, mâles et femelles l'ont. Par contre, au fur et à mesure de l'évolution de jeunes à adultes, eh bien, seuls les mâles vont conserver cette glande venimeuse et pouvoir se défendre avec cet éperon. D'accord. Voilà. Et Écoute, c'est un animal quand même assez étrange, hein, on peut dire. Hein. Bah oui, enfin, il est tout mignon. C'est vrai qu'il est mignon lui aussi. Hein. Il a aussi sa fonction, tu sais, dans la biodiversité. Évidemment. Dans la chaîne alimentaire. Donc, il faut conserver ces espèces le plus longtemps possible. Oui, on a découvert des espèces déjà assez incroyables, mais je crois qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne. Mais on se retrouve dans un prochain épisode, si vous voulez bien. On va découvrir encore d'autres animaux assez incroyables et assez étonnants dans un prochain épisode. Alors, on se retrouve, nous, dans 1 heure, je crois, pour un prochain épisode. Pour l'épisode numéro Faune Express. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faune Express. Alors, on vous rappelle le principe, le but du jeu ? Bah oui. Quand même. Faune Express, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu sur la faune. Et la faune, on l'a déjà dit, hein, eh bien, ce sont tous les animaux qu'on trouve sur la Terre. À différents endroits. À différents endroits. Alors, eh bien, continuons aujourd'hui avec 3 nouveaux spécimens qui sont assez étonnants. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le premier spécimen dont on va parler est quand même un super-héros, hein, on pourrait le dire. Il a une capacité très très étonnante puisqu'il est capable de s'auto-régénérer. Et oui, il peut faire repousser, s'il le souhaite, une partie de son corps, un membre, des organes, voire même une partie de son cerveau. Mais alors, d'après vous, qui est ce Superman des urgences ? Est-ce que ce serait l'axolote ? Ou peut-être que c'est plutôt le gecko, ce petit lézard qu'on peut voir sur l'île de la Réunion ? Ou peut-être que c'est le ver de terre, le lombric ? Qu'est-ce que t'en penses, Anne ? Moi, je me souviens que quand j'étais petite et que je marchais sur la queue du lézard, il perdait sa queue et il ne mourait pas. Ah oui, alors le lézard, pourquoi pas ? Donc peut-être le gecko, hein, mais c'est pas tout à fait le lézard dont tu me parles. On va voir la réponse tout de suite. Regardez, il s'agissait en fait de l'axolote. Alors l'axolote, c'est ce petit animal donc, que vous voyez à l'écran en ce moment. Et alors qu'est-ce que c'est ? C'est ni un poisson, c'est ni un lézard, hein, justement. L'axolote, c'est un amphibien. Et effectivement, il a cette capacité à se régénérer. Donc on peut lui couper un membre, une branchie et même une partie du cerveau. Ouais, je sais. Ah, c'est barbare. C'est un peu barbare, mais ça repousse naturellement. Ah bah ça c'est chouette. C'est quand même incroyable. Ah ouais. Donc il a vraiment un super pouvoir. Il pourrait faire partie d'une équipe de super-héros, hein, je pense. Ah oui. Et en plus de ça, c'est pas son seul secret. Il a un deuxième pouvoir assez mystérieux, c'est qu'il ne grandit pas en quelque sorte. L'axolote, eh bien, comme chez les amphibiens, ils ont 2 vies en réalité. Une première qui est le stade larvaire, on appelle cela comme ça, c'est les têtards par exemple, et une deuxième vie, une vie adulte, qui va pouvoir passer sur Terre et également dans l'eau. Mais l'axolote, eh bien, il va rester toute sa vie à l'état larvaire. Et oui, et il va se reproduire ainsi. Donc quelque part, c'est un éternel adolescent, on peut dire. Ouais, mais... Alors, les scientifiques s'intéressent beaucoup à l'axolote, justement, parce qu'il a des capacités assez étonnantes, et ils essayent, en l'étudiant, d'arriver à percer ses secrets. Donc qui sait, peut-être que grâce à l'axolote, on arriverait, par exemple, à, je sais pas, imaginer un vaccin ou quelque chose pour faire repousser des membres amputés, qui sait ? Et oui, c'est étonnant, cet animal. Mais alors, ce qui est un petit peu triste, c'est que les axolotes, il n'en existe quasiment plus dans leur milieu naturel.
Et oui, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que déjà, on ne les trouve qu'à un seul endroit, dans des lacs d'altitude au Mexique. Et dans ces lacs, eh bien, on y a introduit des gros poissons qui sont devenus ces prédateurs. Ça, plus la pollution et la pêche, eh ben, tout ça fait que des axolotes, il n'y en a quasiment plus. Bah dis donc, c'est pas terrible ça. Bah oui. Alors, du coup, c'est un animal, un organisme qui peut se régénérer, qui a quand même beaucoup de capacités. Et en fait, tu disais, donc c'est l'espèce humaine qui introduit les gros poissons prédateurs des axolotes? Eh bien oui. Ah oui, donc bah oui, là encore, il y a une problématique nature, environnement. Eh ben on y revient, ouais, impact humain. Tout à fait. Bon, ben, moi, je vais plutôt vous présenter une espèce qui n'est pas du tout en voie de disparition. Ah ouais. Moi, je vais vous présenter un animal mystère qu'on peut trouver dans beaucoup d'endroits de la planète. Alors, à nouveau, petite devinette. Cette fois-ci, je vais vous donner des indices. Indice numéro 1 que vous allez voir à l'écran. Alors, comme ma cousine Anémone, je suis munie de cnidociles et qui peuvent injecter du venin. Donc, attention à vous. Voilà. Deuxième indice. Eh bien, même si nous sommes, moi et les autres espèces de mon genre, parfois dangereuses, il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de prédateurs, dont les requins, les tortues marines et même des poissons-lunes. Je vous laisse réfléchir, ça devient quand même assez fastoche. Troisième indice, eh ben, je me déplace au gré des courants marins, même si je peux aussi me propulser avec une ombrelle. Voilà. Ah bah, quatrième indice. Ah bah là c'est facile. Ma silhouette. Bon, elle est un petit peu simplifiée, hein. Mais je pense que vous avez déjà trouvé. Mais oui, il s'agit bien de la méduse, mais pas n'importe laquelle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, il s'agit de la crinière de lion. Alors, la crinière de lion, eh bien, elle est présente aussi sur le plateau. Voilà, crinière de lion. Crinière de lion, peut la trouver dans l'Atlantique Nord, mais on peut la trouver aussi dans certaines parties d'Australie, en Tasmanie. Alors, pendant très très longtemps, les zoologistes, les océanographes pensaient que crinière de lion, Cyanea capillata, son nom savant, était répartie sur toute la planète de manière assez indistincte. Et en fait, récemment, ils ont découvert encore d'autres genres de Cyanea, donc de chevelus, et elles sont plutôt sur des endroits, réparties sur des endroits un peu plus exacts, pas toutes réparties partout, par genre, elles sont sur des endroits bien déterminés. Tout à l'heure, tu parlais de faune, comme l'intitulait notre jeu. Donc la faune, c'est vraiment un ensemble d'organismes à un endroit précis. Et ah oui, moi je la trouve très belle et quand même très importante dans la chaîne de la biodiversité. Et c'est vrai que bon, elle peut piquer avec ses cnidociles et puis ses tentacules, ils peuvent faire jusqu'à 30 mètres de long. Il y en a des centaines. Et puis dans l'Atlantique Nord, crinière de lion, son ombrelle, là, vous voyez, là, le truc qui l'aide à se propulser au gré des courants, il peut faire 3 mètres de diamètre. Ah oui, quand même. Donc, voilà, les méduses pullulent sur toute la planète. Et ça, c'est quand même dû aussi à l'impact des activités humaines sur les océans, parce que entre la pollution des sacs plastiques qu'avalent les tortues marines, ça enlève plein de prédateurs pour nos amis les méduses. Du coup, ce sont des espèces non seulement qui ne sont pas en danger, mais qui pullulent sur notre planète. Mais si tu vas à la plage, Alison, pas de panique. Il suffit juste de
d'enlever le venin avec une petite carte Ah, si je me fais en piquer, plastoc. tu veux Ouais, dire? ouais, si tu D'accord. te fais approcher par justement des cnidociles viennent te répandre du venin qui peut te brûler. Donc t'enlèves avec une carte ou du sable. Surtout, tu touches pas. Tu mets pas d'eau douce. Et surtout, tu fais pas pipi sur la Ah piqûre. bon? Ah ben, Eh ben oui, je contrairement croyais. à un, eh ben non. Donc ça marche pas, ok? Et puis tu vas voir un maître nageur. D'accord. Beau, tant qu'à faire. Pardon, excusez-moi. Oui. Donc voilà pour nos méduses, nos chères méduses. Elles sont magnifiques. Ouais, hein. Ben écoute, belle, hein. moi j'aimerais bien te parler d'un troisième animal. Parce que, alors bon, Alors lequel? eh ben tu vas voir, en fait c'est Que- un athlète celui-là. Ah Eh oui, c'est un véritable athlète. On va parler d'un tout autre animal, rien à voir avec les méduses, parce que celui-ci, eh bien, comme on dit, hein, les baskets ne font pas le coureur. Celui-là, eh bien, file à toute allure. Et ouais, personne n'arrive à le dépasser sur la ligne d'arrivée. En tout cas, très peu d'animaux n'y arrivent. Hein. Mais, d'après vous, de qui je suis en train de parler? Avez-vous une petite idée? Allez, Moi, je vous aide j'ai- un petit peu. Je vous donne quand même quelques propositions. Moi, je dis- Est-ce que je parle de la fourmi argentée du Sahara? Une fourmi qui court, bon. Ou peut-être que c'est le lévrier, ou alors le guépard. Bon, vous avez peut-être une idée. Toi, Anne, est-ce que tu as une petite idée? Ouais, moi je me suis trompée, moi je me suis gourée parce que je me souviens pas de tout hein, en évolution des espèces et tout. Donc moi j'avais en tête juste comme ça le jaguar, mais non c'est le guépard, je suis sûre. Ah, c'est peut-être le guépard. Ouais, Et je suis ben, sûre. regardez, on va voir la réponse. C'est assez surprenant puisque en réalité, il s'agit de la fourmi argentée du Sahara. Bon, alors, on va la voir tout de suite, cette petite fourmi. Comme son nom l'indique, elle vit en plein désert, dans le Sahara. Et, eh bien, effectivement, c'est un milieu qui est extrême. Hein. Dans le Sahara, il peut faire presque 80 degrés au sol, hein, au ras du sol. Donc, cette chaud, petite ça. fourmi, c'est extrêmement chaud. Pour ne pas griller vraiment, hein, littéralement sur place, eh bien, elle a dû s'adapter et donc elle se déplace extrêmement rapidement. Elle va courir tellement vite qu'elle peut atteindre les 85 mètres par seconde. Donc c'est énorme, hein. Il y a 7 millièmes de seconde entre chacun de ses pas. C'est impressionnant. Hein. Alors, pour comparer un petit peu, c'est comme si nous, les humains, on arrivait à courir à 300 mètres par seconde. C'est à peu près la vitesse du son. Un peu moins, mais voilà. Donc, c'est extrêmement rapide. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, le guépard, donc, qui est le mammifère le plus rapide sur la Terre, lui court à 33 mètres par seconde. Et notre petite fourmi argentée, là, c'était 85 mètres par seconde. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est quand même un super pouvoir, là encore. Hein. Cette petite fourmi, elle est impressionnante. Mais alors, il y en a plein d'autres, des fourmis qui battent des records quand même assez impressionnants. Et pour ça, le mieux, c'est d'aller en Amazonie, dans la forêt. Parce que là-bas, il y a quand même des fourmis qui sont assez impressionnantes. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes quand même. Alors, on peut parler de la fourmi balle de fusil. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Non, mais ça Alors, doit faire mal. Oui. Rien que par son nom, ça fait déjà très mal. Effectivement, elle bat le record de la piqûre d'insecte la plus douloureuse. Donc effectivement, comme son nom l'indique, lorsqu'elle vous pique, ça fait l'effet d'un coup de feu. Vous imaginez? Il vaut mieux pas s'y frotter, hein, cette fourmi. Et pourtant, c'est ce que font les Indiens en Amazonie. Ils se laissent piquer par plusieurs fourmis balles. Ça fait partie d'un rituel. Eh bien, en fait, les jeunes garçons, pour passer à l'âge adulte, eh bien, doivent montrer leur courage en se laissant piquer par des fourmis balles. Et surtout, eh bien, ils se doivent de ne pas montrer signe de faiblesse. Oh là Et oui. là là là. Et je peux vous parler alors d'une autre fourmi aussi. Hein. Alors elle aussi, elle a un record, celui d'un réflexe le plus rapide du monde animal. Et son réflexe à elle, c'est de fermer sa mâchoire. Elle ferme sa mâchoire si vite, en 1 millième de seconde, qu'elle se retrouve propulsée en arrière. C'est assez impressionnant. Hein. Et allez, je vous en montre quand même des vrais. Hein. Regardez ici. On peut voir la fourmi la plus grande du monde. Et oui, celle-ci, c'est la Diponera gigantea. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai mis aussi des petites copines. Voilà, c'est les fourmis messores, c'est celles qu'on peut trouver dans nos jardins, dans nos parcs.
Donc elles sont là. Et juste à côté, eh bien, vous voyez la Gigantea. Impressionnant quand même par la taille. Elle aussi, on la trouve au Brésil et en Amazonie. Mais bon, alors en parlant de fourmis géantes, je vous montre ma préférée quand même. Parce que moi, j'en ai aussi une fourmi. Et oui, ma fourmi Rita, regardez. Elle aussi, hein, elle est géante. Bon, c'est une fausse, hein, vous avez compris, bien sûr. Et alors, comme tous les insectes, les fourmis ont donc un corps en 3 parties, une tête, ici, munie d'antennes, un thorax, dans lequel, en tout cas sur lequel sont rattachées 3 paires de pattes et un abdomen. Et chez tous les insectes, on retrouve ces caractéristiques. Elle est mignonne, hein? Ouais, elle est pas mal. Elle est quand même pas à l'échelle. Ah ben non, elle est pas à Elle l'échelle. n'est pas à l'échelle. Hein. C'est pas la vraie dimension. Ça, hein. c'est Moi, vrai. je dis ça comme ça, mais En tous Toi les non cas, plus. lui non plus. toi non On plus, t'es pas la espère vraie que vous dimension. avez découvert encore de nouveaux animaux assez fascinants. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, comme on l'a vu, ces animaux ont des capacités qui sont assez incroyables. Ils peuvent faire des choses assez incroyables. Et c'est vrai que nous, les humains, parfois, on les envie un petit peu. D'ailleurs, on aimerait bien même s'en inspirer aussi. C'est pour ça qu'on les étudie, pour essayer de comprendre et pourquoi pas créer de nouvelles technologies, des objets. Oui, là tu parles du biomimétisme en C'est fait. ça, oui, C'est comme biomimétisme. oui, tu sais que tout à l'heure je parlais des méduses à réaction, enfin de leur capacité de se propulser avec leurs ombrelles, mais ça, tous les ingénieurs qui ont travaillé sur les avions à réaction en ont rêvé. Hein. Ah oui, tu crois. En tout cas, moi, Ouais. je pense que ça vaut pas des années et des années, voire des millions d'années d'évolution. Après, On fait peut-être trop vite ce que la nature prend du temps à faire. ça, je ne sais Peut-être. pas. À vous d'y réfléchir, mais en tous les C'est cas, vrai. on se retrouve dans 1 heure, hein, je crois, dans 1 heure, 1 heure, ouais, pour c'est ça. le prochain épisode de Faune Express. Mm. Merci à tous et à bientôt. Et rebonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faune Express. Bon, Anne, est-ce qu'on rappelle les règles de Faune Express? Maintenant, vous les connaissez règles- si vous avez vu les épisodes précédents, mais les règles sont simples. C'est un jeu sur la faune. On va découvrir ensemble 2 nouveaux spécimens dans cet épisode. Et on va vous poser des questions, à vous de trouver la bonne réponse, c'est tout. Oui, et C'est parti. Oui, cette fois, on va parler de l'amour. Ah oui, Tu l'amour. sais, c'est les vrai. techniques de séduction chez ces 2 espèces. Intéressant. C'est parti. Alors, on va partir dans le nord, en Arctique, vers le pôle Nord, pour parler du phoque à capuchon. Le phoque à capuchon, Oui. c'est ça? Un drôle d'animal. Alors, on va essayer de vous faire deviner comment est-ce qu'il séduit, ce phoque à capuchon mâle. On vous donne 3 propositions. La première proposition, on émet l'hypothèse qu'il frapperait la banquise avec sa nageoire caudale, sa queue, assez fort pour la faire trembler, la banquise, et du coup chasser les autres mâles et séduire la femelle. Deuxième proposition, il chanterait et produirait des sons un peu, tu vois, comme un ténor, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr que ça peut être séduisant. Ah oui, ça peut fonctionner. Hein. Ou alors, il gonflerait sa cavité nasale, un organe particulier, quoi, tu vois, comme Donc nos ça veut dire narines. ses narines, c'est ça? Oui, c'est ça, ses narines, qu'il gonflerait comme un ballon. Eh ben écoute, je pense qu'il peut émettre un son très grave, comme les chanteurs d'opéra, mais j'en suis pas sûre. Tu penses ? Eh bien, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, les jeunes internautes, mais nous allons voir la réponse, en images. T'es étonné, hein ? Eh oui. Eh oui.
Il gonfle donc ses Et narines. voilà, regarde-moi ça, c'est incroyable. Alors ça fait bizarre, mais finalement c'est c'est comme si il faisait le clown avec ce ballon rouge sur la tête qu'il arrive à gonfler naturellement par hypertrophie, c'est-à-dire que la membrane gonfle, et c'est ça son arme de séduction. Eh ben écoute, je trouve ça un peu étrange comme arme de séduction. Personnellement, je suis pas séduite. Ah oui, mais toi d'abord, tu n'es pas une femelle phoque à capuchon, hein, tu es C'est une humaine. Et puis d'autre part, en fait, la nature n'a pas affublé ce pauvre pinnipède de nageoires de palmes natatoires, avant aussi puissantes que l'otarie. Ici, l'otarie, tu vois, on voit ces palmes natatoires antérieures qui lui permettent de supporter tout son corps et ça lui permet quand même de se déplacer assez aisément sur la banquise ou la terre ferme. D'accord. Alors que notre pauvre phoque à capuchon, eh bien lui, a des petites palmes natatoires atrophiées et donc obligé de ramper sur la banquise. Oui. Alors, ceci dit, c'est un très très bon nageur. Et d'ailleurs, une fois qu'il a fait sa parade nuptiale avec son capuchon, son truc sur le nez, là, eh bien, il va dans l'eau avec la femelle pour faire des petits. Voilà. Très bien. Et ces petits, figure-toi que, en fait, au bout de 4 jours, 4-5 jours, eh bien, quand ils ont été allaités, eh bien, ça y est, la maman ne les allaite plus déjà au bout de 4 jours. C'est incroyable. Hein. Écoute, en tout cas, c'est une technique de séduction qui est un peu originale, on peut dire, mais pourquoi pas? Tous les goûts sont dans la nature, c'est ce qu'on dit. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, allez, tu ne devais pas nous présenter un autre animal? Moi, je vais vous parler d'un tout autre animal. Alors, celui-ci ne vit pas en Arctique et pour séduire sa femelle, eh bien, il danse. Et oui, il danse. Le problème, c'est que si la danse déplaît à sa bien-aimée, eh bien, elle le dévore. Alors, d'après vous, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la menthe religieuse? Ou alors pas du tout? C'est la réponse B, c'est l'araignée pan. Ou peut-être que ce serait plutôt la réponse C, le flamant rose. Alors, je vous laisse réfléchir chez vous à la maison. Anne, tu as une petite idée? Moi, j'ai jamais entendu parler de femelle flamant rose qui mangeait le papa flamant rose. Hein. Par contre, la menthe religieuse, je crois... Effectivement, tu as un petit doute. Alors, on va voir la réponse tout de suite et en image, puisqu'il s'agit de l'araignée pan. On va tout de suite voir le mâle, justement, se mettre à danser en action. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, elle est mignonne quand même, cette petite araignée pan. Donc, le mâle, ici, a une chorégraphie. On peut appeler ça une chorégraphie, hein, avec des mouvements bien précis et sophistiqués. D'ailleurs, chaque mâle peut avoir des mouvements différents. Et ces mouvements, donc, il frétille. Il bouge également sa troisième paire de pattes. Et tout ça, c'est fait pour hypnotiser la femelle, en quelque sorte. Hein. Et oui. Sauf que si ça ne fonctionne pas et que la danse ne lui convient pas, eh bien, elle le mange, elle le dévore. Et oui, ça croustille un peu. Hein. Et oui. Donc cette araignée, qu'on appelle araignée pan, eh bien on l'appelle comme ça. À ton avis, pourquoi? Parce qu'elle fait la roue. Elle fait la roue en quelque sorte, et puis surtout, son abdomen est coloré et rappelle les plumes du célèbre oiseau qui fait la roue, le pan. Voilà. D'accord. Alors bon, chez les araignées, il y a quand même beaucoup d'espèces. Là, on a vu cette araignée pan qui vit en Australie, mais il y a en réalité 45 000 espèces et encore, on en découvre tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, là j'exagère un peu, mais en tout cas, on découvre un corps de nouvelles. Et tant mieux parce que beaucoup, justement, d'araignées et d'insectes disparaissent. Et bon. Oui, et tu m'avais pas dit que, justement, elle mangeait les insectes? Eh bien, si, c'est vrai que les araignées, parfois, peuvent nous faire peur. Hein. Elles peuvent être un petit peu repoussantes avec leurs pattes velues, mais elles sont quand même très utiles. Les araignées, elles jouent un rôle écologique important puisque, comme tu dis, Anne, eh bien, elles mangent les insectes. Et des insectes qui, parfois, nous embêtent un petit peu, hein, comme les moustiques, par exemple.
ou voire même les cafards ou d'autres petites bêtes comme ça, qui sont des nuisibles. Donc, cette araignée, qui est donc l'araignée pan, eh bien, c'est une araignée sauteuse. On appelle ça une araignée sauteuse, mais il en existe plein d'autres. Allez, je vous en montre quelques-unes. Anne, je suis sûre que tu vas les adorer. C'est mes préférées. Ouais, C'est celles qu'on peut trouver ici, dans nos régions. Oui, Regardez. Voici par exemple le folk. L'araignée folk. Alors peut-être que vous l'avez déjà croisée puisqu'elle vit dans nos maisons. Un petit coin de plafond lui suffit et c'est une redoutable prédatrice. Elle peut se nourrir d'insectes et voire même de plus gros insectes qu'elle, comme les guêpes par exemple. Et elle a les pattes toutes fines. C'est une véritable acrobate. Mais alors, en fait, c'est des pesticides naturels, des insecticides, naturels, pas pesticides, En des quelque sorte, insecticides oui. naturels. En quelque sorte, on peut dire ça. Ce sont des Oh, insecticides qu'est-ce qu'elle est naturels. belle. Celle-ci, c'est l'épère diadème. Alors, vous pourrez la voir plutôt en extérieur, celle-ci, dans les jardins, dans les parcs. Et vous pourrez la reconnaître grâce aux motifs géométriques qu'on peut trouver sur son abdomen, en forme de croix ici. Et cette araignée-là, elle fait des toiles géométriques, de très jolies toiles. Elle est belle, hein ? Et la dernière, celle-là, c'est ma préférée. Elle peut faire peur, hein, attention. C'est la tégénère. Alors, elle est assez grosse par sa taille, mais elle est totalement inoffensive, hein. Ne vous inquiétez pas. Elle ne va pas vous piquer, d'ailleurs, les araignées, elles ne piquent pas, elles mordent. Et la tégénère, c'est une araignée d'intérieur, hein. C'est elle qui fait ces si jolies toiles en forme de nappe qui décorent nos placards et nos greniers. Joli, hein ? Dis donc. Et ben voilà. Le mystère des araignées. Et oui. Eh bien, c'était tout pour nos animaux et leurs techniques de séduction sur cet épisode-là. On se retrouve au prochain épisode. Et oui, en tout cas, on a pris une belle leçon de drague, hein, moi je trouve. Hein. Entre Ouais. le phoque à capuchon et l'araignée pan, Ouais. on a pris une belle leçon de séduction. Bon, on se retrouve dans 1 heure donc, pour le dernier épisode de Faune Express. Merci À bientôt. tous et à tout à l'heure. Et bonjour à tous, bienvenue donc dans ce dernier épisode de Faune Express. Et oui, c'est déjà le dernier épisode. Et on va encore découvrir de nouveaux animaux dans ce tout dernier épisode. Vous pouvez revoir d'ailleurs les épisodes précédents. Mais en attendant, on commence tout de suite. Avec... Et on commence tout de suite avec... Avec l'oiseau lyre. L'oiseau lyre. L'oiseau lyre. Alors, l'oiseau lyre, eh bien, comme beaucoup d'animaux, son habitat et son territoire subit quelques modifications. Alors, on va essayer de vous faire deviner quel est son chant. A-t-il un chant qui ressemble, par exemple, à une mélodie de Johnny Hallyday ? Attends, un oiseau qui chante comme Johnny Hallyday ? Non, c'est pas possible. Ouais, il a de belles plumes, hein, quand même. T'as vu, il est magnifique. Ouais, c'est un bel oiseau. Première proposition, même chant que Johnny Hallyday. Deuxième proposition, est-ce qu'il chanterait, il émettrait un son comme un sabre laser, tu vois, comme s'il était sur le plateau de la Guerre des Étoiles. Oh bah alors attends, déjà chanter comme Johnny Hallyday, c'est pas possible, mais alors le sabre laser, encore moins. Écoute, c'est une proposition, hein. Pareil pour vous, chers internautes. Sinon, troisième proposition, selon vous, est-ce qu'il chanterait sur le même mode que les oiseaux de nos régions, un petit sifflement, cuit-cuit, charmant? Alors, un cuit-cuit, bah écoute, la plupart des oiseaux font des cuits-cuits, donc moi je dirais, réponse C, un cuit-cuit puissant. Alison dirait la réponse C. Ben, j'espère que vous pensez différemment, parce que en fait, la réponse, la voici. Non. Et voici. Il produit un son de sabre laser.
Alors, à ton avis, comment c'est possible ça, qu'il produise un son de sabre laser alors qu'il vit en Australie, donc dans des contrées sauvages. Oui, excuse-moi, j'ai eu une petite hésitation parce que je repensais aux feux de forêt, mais il y a encore, heureusement, quelques endroits sauvages. Et donc, l'oiseau lyre, son habitat, c'est là. Alors, comment ça se fait? Comment cela se fait-il qu'il peut émettre un son de sabre laser? Je sais pas, peut-être qu'il regarde trop Star Wars. Hein. Alors, s'il regarde trop la guerre des étoiles, Star Wars, comment est-ce possible? Parce que peut-être que la guerre des étoiles vient jusque sur son territoire a priori sauvage, mais comment c'est possible ça? Hein? Je te le Alors demande. tu voudrais dire que peut-être que s'il arrive à imiter ce bruit, c'est pas son bruit qu'il fait naturellement, c'est un bruit qu'il a peut-être entendu en fait quelque part et qu'il arrive à imiter et à reproduire. Donc ça voudrait dire qu'il a entendu ce son dans la forêt? Eh oui, exactement. C'est bien, tu fais de bonnes hypothèses, tout à fait. En fait, il ne peut imiter que des sons qui l'environnent. Et cette remarque des zoologistes, des éthologues qui l'ont enregistré, eh bien, nous fait remarquer que la forêt est de plus en plus impactée par l'activité humaine. Donc du coup c'est quand même moins drôle maintenant que tu le dis. Eh bien oui, donc bon, ils n'ont pas la guerre des étoiles, ça c'était entre nous, c'est peut-être juste des enfants qui jouent au sabre laser, qui vont pique-niquer dans la forêt, parce qu'il produit aussi des sons d'appareils photo. Et parmi son chant quand même, qui reprend aussi des mélodies d'oiseaux. Mais si on y réfléchit, l'oiseau lyre n'est pas le seul à faire des imitations interespèces. Pense à nos magnifiques oiseaux à plumes colorées qu'on domestique aussi. Oui, tu veux parler des perroquets. Exactement. C'est vrai que les perroquets sont de formidables imitateurs, mais visiblement l'oiseau lyre en est un aussi. Également. Alors, bien sûr, les éthologues, les gens qui sont spécialistes du comportement animal, qui observent les animaux sur des périodes très longues, dans des conditions multiples, eh bien, émettent l'hypothèse que ça peut être soit un moyen de défense, d'imiter peut-être un prédateur, ainsi il éloigne le danger, ou bien ça peut être aussi, ça fait partie des parades nuptiales. Il y a de multiples facteurs qui font que les animaux s'adaptent à leur environnement, soit pour se défendre, soit pour augmenter leur capacité de séduction. Très bien. Comme chez l'humain. Mais écoute, en parlant de son, justement, tu m'as parlé de l'oiseau lyre, alors c'est vrai que c'est un drôle d'oiseau, Oui. mais en parlant de son, eh bien, écoutez bien cet animal. Vous allez voir, on va l'entendre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais d'après vous, qui peut bien pousser un cri pareil alors? Est-ce que ce serait la fameuse grenouille des sables? Ou alors, peut-être réponse B, c'est le lapin nain d'Irlande? Ou alors, Anne, peut-être que j'ai fait une petite blague. Peut-être que c'est une farce, en fait, c'est un jouet pour chien. Alors vous savez, toi, Ah ben oui, vous savez les jouets là qui couinent? Alors, réfléchissez à la maison. D'après vous, ce que l'on vient d'entendre, qu'est-ce que c'était? moi, franchement, j'ai un buzzer à la maison. Et ben, ça ressemble vraiment à ça. C'est exactement ce bruit-là. Ouais, Bon, allez, je pense que c'est une blague, moi. je vous montre la réponse. Et non, c'était pas une blague. Ce qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est la grenouille des sables. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on va la voir en même temps. Regardez. Et elle est quand même mignonne, cette petite grenouille. Elle est trop mignonne. Oh là là, j'espère oui. qu'elle n'est pas capturée. C'est la grenouille la plus mignonne du monde. Mais bon, ça c'est personnel. Et alors cette petite grenouille, qu'on appelle donc la grenouille des sables, c'est une grenouille que l'on va trouver en Afrique, au sud de l'Afrique, dans le désert, en Namibie.
Et oui. C'est beau là-bas. Et alors là, vous avez vu comment est-ce qu'elle queen? Alors la plupart des grenouilles croissent, celle-ci elle queen. Alors, et en fait, là, elle essaye de vous faire peur. Ça a marché d'ailleurs, hein. J'imagine que derrière votre écran, vous êtes pétrifiés. Toi aussi, Anne? Non, alors moi j'ai pas peur. Moi j'ai l'impression au contraire que c'est quand même elle qui a peur. Hein. Et effectivement, en fait, là, elle fait du mieux qu'elle peut pour vous impressionner, vous effrayer, mais elle n'y parvient pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Surtout que cette petite grenouille, elle est minuscule, hein. Elle est toute petite. Et comme je vous le disais, elle vit dans le désert. Mais une grenouille dans le désert, comment est-ce qu'elle fait pour survivre? Ça a besoin d'humidité quand même, les grenouilles. Alors, tu as raison, Anne, c'est vrai. Bon. La plupart des grenouilles vivent plutôt dans des milieux humides, où il y a de l'eau. Donc, par exemple, des étangs, des mares, des lacs, parce qu'ils ont besoin d'eau pour se reproduire et pour pondre. Mais celle-ci a choisi le désert comme lieu de vie. Donc, c'est un milieu hostile pour elle, évidemment. Et bon, forcément, il y a aussi moins de prédateurs. Mais du coup, elle doit s'adapter. Et donc, pour survivre, elle va creuser un petit trou dans le sable et rester enfouie dedans. Et elle ne sort, en fait, qu'à la tombée de la nuit ou lorsque c'est la saison des pluies, qu'il y a un petit peu de rosée dans le désert. Donc, si vous voulez voir cette petite grenouille des sables, il va vous falloir donc aller en Namibie, la nuit. Et peut-être que vous aurez la chance de l'apercevoir. Mais si vous la voyez surtout, ne lui faites pas peur. Ne l'effrayez pas parce que cette petite grenouille, elle est en voie d'extinction. Il en reste pratiquement plus. Et donc, ce serait quand même dommage de lui faire peur. Mais bon, c'est pas la seule à être en voie d'extinction. Il y a beaucoup de grenouilles et d'amphibiens qui le sont. Ici aussi, les grenouilles que l'on peut trouver ici sont en danger. Donc, comme je le disais, les amphibiens ont besoin de retrouver un point d'eau pour pondre et pour se reproduire. Donc, ils vont devoir se déplacer. Parfois, ils doivent traverser, du coup, des routes, des autoroutes. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font écraser par millions. Ah oui, mais oui, moi je sais qu'il y a des solutions. Il y a plein d'associations qui font des choses formidables. Effectivement, en fait, il existe par exemple les crapauds-huttes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, ce sont des tunnels qu'on peut creuser sous les routes et sous les autoroutes. Et du coup, ça va permettre aux petits animaux, dont les crapauds, mais aussi des hérissons par exemple, de passer sans se faire écraser. C'est bien quand même. Heureusement qu'il y a ça. Bon, alors moi, justement, je voudrais te parler d'une espèce assez différente de la grenouille, mais qui vaut son pesant de curiosité. Alors, pour cette espèce-là, en fait, je vais faire comme pour l'ornithorynque. Je vais vous proposer des indices. Eh oui. Alors, premier indice, j'ai envie de vous dire aussi, comme pour l'ornithorynque, que c'est un mammifère. Mais je ne crois pas que je l'avais préparé, ça. Donc, c'est un mammifère qui n'a aucun prédateur, d'accord. Et qui est au top de la chaîne alimentaire. Ça vous donne plusieurs solutions. Indice numéro 2. Je me déplace sur 2 pattes. Donc ça veut dire bipède, c'est ça? Voilà, exactement. Et j'aime le surf. Alors je crois que les dauphins, ils aiment bien surfer un peu sur les vagues, non? Ah bah oui, mais Alison, le dauphin, d'accord, je suis d'accord, c'est un mammifère marin. Ah oui, mais il n'est pas bipède. Et voilà, il n'est pas bipède, il ne se déplace pas sur 2 pattes. Troisième indice. Alors là, c'est un peu l'indice révélateur qu'on n'a pas forcément de plaisir à entendre. Et pourtant, cette espèce-là, en 200 ans, c'est-à-dire plusieurs générations, a quand même détérioré pas mal d'environnements sauvages. Donc, c'est un peu cette espèce-là qui a la palme d'or de la destruction de l'environnement. Voilà. Alors là, je trouve que c'est quand même assez facile. La réponse est presque donnée. Mais quand même, au cas où vous ne trouveriez pas, nous allons vous donner le dernier indice, la silhouette de cette espèce-là. D'ailleurs, dans la silhouette, on voit déjà qu'elle a tendance à se détacher un peu de la nature, cette silhouette. Pas mal d'artifices. Là, je crois qu'on a la réponse alors. Oui. Bah ouais. Oui. On parle bien
Et voilà, on parle bien de l'espèce humaine. De nous, en fait. On fait partie de cette espèce-là. Hein. Une espèce est constituée de plein d'individus, des milliers, des millions, des milliards d'individus, en ce qui concerne l'espèce humaine. Et justement, ça nous raccroche à notre début de Faune Express, où nous parlions de cette grande question. Quel futur sans nature? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est ce que tu lisais dans ton livre, c'est vrai. Voilà, le manifeste quand même du Muséum d'histoire naturelle, hein, ce sont quand même des scientifiques reconnus. Et c'est surtout que, du coup, tu me parles de l'homme, mais du coup, c'est un animal alors? Mais bien sûr que c'est un animal. Et c'est un animal comme les autres, en fait. C'est un animal, il est rangé en classification, il est rangé dans la grande boîte des mammifères. Et tu vois, justement, dans les indices, on dit qu'il est bipède. Mais si vous réfléchissez bien au développement de l'individu, de l'espèce humaine, entre le moment où il naît et le moment où il meurt, est-ce qu'il est toujours bipède? Est-ce qu'il marche toujours sur deux pattes? Quand tu étais bébé, toi, non, tu marchais sur deux pattes? J'ai mis un petit peu de temps avant de marcher sur deux pattes. Et ben voilà. C'est pour ça que l'évolution, la biodiversité, les espèces, c'est quelque chose de très complexe et c'est super intéressant. Hein. Oui. Et on n'a pas fini d'y réfléchir. Hein. En tous les cas, oui, c'est tout à fait ça. On peut continuer d'y réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est que finalement, l'homme, c'est un animal comme les autres, et puis surtout, il fait partie de la nature. Hein. Exactement. On parlait des liens homme-nature, mais l'homme fait partie de la nature. Intégrante de la nature. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez découvert des animaux assez étonnants, assez incroyables dans ces épisodes de Faune Express. Et puis, nous, on va peut-être y aller. Hein. Oui, on va y aller pour justement peut-être préparer d'autres épisodes de Faune Express. Qu'est-ce que tu en penses? Qui sait, hein. Il y a tellement de choses à voir avec la faune. Oui. Eh bien, en tout cas, merci à tous et bonne fête de la science et à très bientôt. Merci, à bientôt.